L'objectif aujourd'hui, c'est d'interviewer Alexandre, que je vais présenter dans quelques minutes, pour échanger un petit peu sur l'historique de son entreprise et les bonnes pratiques de gouvernance qui sont mises en place et vous donner un aperçu de comment ça fonctionne chez lui. Enfin, pour cette fois-ci, on a décidé d'innover un petit peu l'interview. Il y aura des possibilités de réagir quasiment en direct de cette interview. Donc mon collègue en régie va prendre les questions et me les renverra. Et donc après chaque différent bloc d'interview, vous pourrez réagir, poser les questions à Alexandre directement. Et donc voilà, ce sera aussi interactif que possible. Voilà, Alexandre, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce midi, ce webinaire. Voilà, je propose que pour commencer, tu te présentes un petit peu. Donc tu as repris l'entreprise familiale en 2022. 7e génération, qui était avant dirigée par ton père. Oui. Donc maintenant, vous êtes co-dirigé entre toi et ton frère Antoine. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter ton parcours et présenter Dandois pour ceux qui ne connaîtraient pas, même s'ils doivent être peu, à mon avis. Bon, donc moi, Alexandre Elson, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette heure et essayer de vous partager en tout cas humblement notre expérience d'entreprise familiale et d'entreprise presque bicentenaire. La maison Dandois a été créée en 1829 par notre arrière-grand-père Jean-Baptiste, ici près de la Grand Place à Bruxelles. Et donc moi maintenant, comme tu disais, on est co-dirigeant avec mon frère. J'ai intégré cette histoire il y a une dizaine d'années. Pas directement après, mais après avoir fait ma thèse en tout cas à Solvay en ingénierie de gestion sur la stratégie de développement de cette belle maison. Il n'y avait aucune vocation à aller dedans, pour plein de raisons qu'on pourra peut-être évoquer par la suite. On n'était absolument pas destinés, et ma maman ne souhaitait pas du tout qu'on intègre cette entreprise familiale qui était synonyme pour elle de pas mal de soucis, de tracas intergénérationnels. Et donc, le jour où je lui ai dit que je voulais aller travailler là-dedans, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas après avoir fait des si belles études, etc. » Une petite parenthèse. Et donc, moi, j'ai rejoint il y a une dizaine d'années, et on a opéré cette transmission là, avec mon père, il y a maintenant 3 ans, qui a été un moment assez important dans l'histoire, de la passer de la 6e à la 7e génération, qui est maintenant incarnée avec Antoine. Ok. Et en termes d'histoire, donc c'est la 7e génération, en termes un peu de clientèle, chiffre d'affaires, zone géographique, comment ça fonctionne un petit peu chez Dandois? Donc Dandois, aujourd'hui toujours 100% familial, archi-bruxelloise. On dit qu'on est toujours mondialement connu à Bruxelles, parce que je pense qu'on doit faire 90% du chiffre dans la grande région bruxelloise. Okay. On a 13 boutiques en propre, presque 17 en fin d'année avec des pop-up, qui représentent vraiment 80% du chiffre d'affaires. Et là, on a un réseau de distributeurs qualitatifs, comme des robes, comme des galeries Lafayette. Ça, c'est le plus loin qu'on puisse trouver à Paris. Ouais. Mais ça représente un 10% seulement. Et puis le reste, c'est des cadeaux d'entreprise. Okay. Alors, on est connu, et archi connu pour notre spéculose artisanale. Donc, on est toujours en train de travailler comme à l'époque. Pour ceux qui ont déjà eu de la chance ou pas de venir découvrir nos ateliers ici à Bruxelles, on a un site. On parle de nos ateliers. Tout est produit dans la même usine. Tout est produit dans notre même atelier. Ouais. J'insiste sur l'atelier parce que on n'a pas d'usine et on ne veut pas avoir d'usine. On continue à travailler comme on le fait. On pourra revenir là-dessus sur les raisons, mais avec nos mains, à l'ancienne, et à échelle humaine, à taille humaine. Et donc, tout est desservi à partir de cet atelier. Okay. Donc, dans un rayon de 12 km, tout part de là. Et on s'approvisionne aussi maintenant à plus de 70, voire presque 80% de matières en Belgique. Et là-dedans, on arrive à 60% de bio et 25% de biorégénératif. Donc, on essaye vraiment de travailler, on reviendra là-dessus. Mais ça, on en reparlera un petit peu du conseil régénératif et comment ça fonctionne. Et alors, on voit sur le site qu'il y a un manifesto, quand on va visiter le site. Quelles sont les valeurs fondamentales du coup, qui guident Dandois depuis ton arrivée 2022 Si tu pouvais un petit peu nous éclairer là-dessus. Et donc, quand Antoine et moi avons repris la partie opérationnelle, on était dans une crise, une triple crise même. À la fois, il y a eu une première crise générationnelle avec notre papa. Ça faisait quand même quelques années qu'on travaillait ensemble. C'est quelqu'un qui a travaillé en tant que solo-entrepreneur avec pas beaucoup de personnes autour de lui, donc il faisait beaucoup de choses seul.
Et l'entreprise a grandi pendant ces années-là. Donc, on commençait à avoir des questionnements de gouvernance interne, opérationnelle, qui se posaient. Puis, le Covid est passé par là. Ouais. Et puis, donc ça, c'était la crise économique. Et puis, crise familiale, a vraiment part de sens de est-ce qu'on continue ou pas cette aventure. Et donc, ça a été un moment pour pouvoir dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas, d'introspection personnelle, de se reposer les bonnes questions 10 ans après. Mais en fait, pourquoi je suis là, hein? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que finalement, c'est vraiment ces biscuits qui vont nous permettre de relever les challenges sociaux, environnementaux de notre époque qui sont colossaux? Et donc, finalement, on a répondu à cette réponse en disant que oui, il y avait, que c'était possible, que ces biscuits, avec le petit pouvoir magique qu'ils avaient, ils pouvaient peut-être contribuer, en tout cas, à leur échelle, à co-créer un monde plus durable et plus joyeux. Et donc, de là, on a commencé à dessiner un manifeste. On a présenté ça à la famille. On a dit, et si, en fait, cette histoire pouvait continuer pour les 200 prochaines années. Et donc, ça a été vraiment le moment où on a présenté ça à la famille. Parce que je rappelle le contexte, à un moment pendant le Covid, la famille a voulu vendre d'Andois. Ouais. On était vraiment à ce point de rupture, de bascule, où désalignement générationnel, incompréhension, crise existentielle, tout était là. Et donc, c'était puisé loin dans les ressources pour dire non, en fait, on a envie de continuer. Voilà le projet. Et donc, le projet, c'est se dire, mais cette entreprise, elle est là depuis 200 ans. Elle a tellement de choses à nous apprendre dans ce qu'elle a, dans sa manière de se comporter, dans cette manière d'avoir, d'être resté à échelle, à taille humaine, d'avoir préservé, d'avoir pris soin de l'humain, de la qualité versus la quantité. Et c'est pas pour rien qu'elle est encore là. Et donc on s'est dit, si elle peut nous inspirer aujourd'hui et inspirer les générations futures, c'était vraiment ça qui nous a dit. Et donc on a été mettre tout ça dans ce manifeste. On a été mettre dans le manifeste, même chose, aussi notre vision du monde, nos croyances, nos idéaux. En tout cas, vraiment ancrer les grands axes, nos grandes boussoles vers où on veut aller. Je ne sais pas si tu veux que je le développe davantage, mais... Et du coup, brièvement, c'est quoi un peu... Donc, tu dis, pour encore vivre 200 prochaines années, tu comptes mettre déjà tes enfants pour la 8e génération. C'est quoi la prochaine étape? Là, non, mais donc, pour pouvoir vivre les 200 prochaines années, on veut être une entreprise écosystémique qui a pour mission de contribuer à la co-création d'un monde plus durable, plus joyeux. Donc, il y a à la fois le côté des biscuits qui rassemblent, qui créent des plaisirs simples. On les consomme dans des moments festifs, de familiaux. Je pense que la Saint-Nicolas, c'est vraiment un des moments emblématiques de la consommation des produits d'Andois. Et il y a une valeur émotionnelle bien plus forte et bien plus importante que juste un petit biscuit. C'est assez fascinant. Et l'autre point, c'est qu'en fait, on se rend compte que cette entreprise, elle participe à tout un écosystème hyper important, et qu'en fait, elle peut... on a découvert ces concepts sur notre route. On a envie d'avoir une visée régénérative. Visée régénérative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit avoir un impact positif net sur la société au sens large, ce qui est vachement ambitieux. Donc ça, c'est le cap. Et donc concrètement, c'est l'ambition qu'on s'est donnée. Et donc du coup, on vient se reconnecter à ça en permanence. Ok. Non, mais on en reparlera tout à l'heure dans le chapitre sur la gouvernance innovante. Est-ce que, pour donner un peu un aperçu à nos auditeurs, spectateurs, sur comment s'organise concrètement la gouvernance chez d'Andois, où jamais vous avez un CA, un conseil familial, comment ça fonctionne un petit peu chez d'Andois? Tu pourrais nous éclairer là-dessus? Alors, comment ça fonctionne aujourd'hui et comment je le vois dans le futur, certainement, parce qu'on est en pleine élaboration, en plein test de pas mal de choses, puisque... il y a quand même ma tante qui est sortie de l'actionnariat récemment. Il y a des choses, je trouve, moi, que j'ai vécues en tant que génération plus jeune, qui étaient des choses qui, peut-être, on pourrait faire autrement et différemment en termes de cette génération-là. Donc, on repart finalement avec mes parents comme une génération une. On a cette chance-là, après cette génération, de recommencer à créer une gouvernance. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant et assez crucial. Parce qu'on entend souvent que dans les entreprises, souvent familiales, qu'après la 3e génération, malheureusement, ça ne part pas.
Et donc, si j'ai envie que mes enfants intègrent, comme tu disais, ils soient là dans les générations futures, et encore, je ne sais pas si je leur souhaite. Hein. En tout cas, je veux que l'entreprise perdure, ça c'est certain, pour les 200 prochaines années. Familial ou pas familial? Familial ou pas familial. Et je trouve que là, il y a exactement, il y a quelque chose d'intéressant pour revenir par la suite sur je trouve que l'avantage et les avantages de la famille là-dedans. C'est un autre sujet. Donc là, on est en fait en train d'expérimenter une nouvelle forme de gouvernance. Et donc, on a commencé en fait à créer... on a le conseil d'administration légale, on en reviendra là-dessus après, mais il ne vivait pas vraiment comme un bon acteur doit le faire. Et donc là, on n'applique absolument pas les bonnes pratiques de ce gouvernance actuellement à ce niveau-là. Mais par contre, on a mis en place un conseil, un Regeneration Board. Je pense que vous en avez déjà parlé ici avec d'autres invités. Romain Dufresne, notamment de Ecostérile. Voilà. Et donc, en fait, ce Regeneration Board, on peut l'appeler le board de mission, impact, peu importe. Mais il a pour vocation de faire siéger dedans différents gardiens, d'avoir différentes personnes dedans qui vont être, par exemple, gardiens de la pérennité de l'entreprise, gardiens de la mission de l'entreprise, gardiens de l'équité sociale, gardiens de la nature. Et donc, on a créé un board comme ça avec aussi la voix des jeunes, la voix des anciens, ma maman ici siège dedans. C'est un endroit dans lequel on se projette à plus long terme et on ramène aussi à des décisions assez plus côté, mais qui est très diversifié, plein d'âges différents et des complémentarités. Ça, je pense qu'on y reviendra encore plus en profondeur dans le chapitre sur cette thématique-là. Mais par rapport vraiment, là, on se focus un peu sur la gouvernance familiale, comment ça fonctionne. Donc, tu m'as dit que tu avais un CA qui n'était pas extrêmement actif et qu'on essaie un peu de réactiver via ce conseil régénératif. Alors c'est ça, alors, je ne sais pas l'idée. Donc on a le CA qui est très formel pour l'instant et qui est composé que des personnes de la famille. On a ce Regeneration Board et on est en train de créer actuellement un conseil stratégique. On est en train de créer ce conseil stratégique dans lequel on veut aller faire siéger un membre de ce Regeneration Board qui va être vraiment la voix de l'équité sociale et environnementale. Donc il va aller dans cet organe-là et dans lequel on va aller chercher des expertises externes et mettre les personnes employées de l'entreprise dedans. Donc ça va vraiment être le comité un peu plus pilotage stratégique. Et en termes de... Parce que là, l'entreprise a été rachetée par votre branche familiale à l'autre branche. Tout à fait. Donc maintenant, c'est toi, ton frère, ta sœur et tes parents qui sont actionnaires à 100% du groupe. J'imagine que ça fait quand même 5 personnes au total. Vous avez dû quand même vous aligner sur les valeurs, le projet. Pour l'instant, ça fonctionne, j'imagine. Mais comment ça s'est passé, ça, concrètement, en famille? Comment on fait pour que tous les 5 actionnaires aillent dans la même direction? Et qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui fait « En fait, moi, je ne suis pas d'accord. » On ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que vous avez créé un forum familial pour ça? Ou comment ça se passe entre vous? Il y a des organes qui discutent de ça Alors, actuellement, pas encore. Parce qu'on a eu toute cette phase de vraiment le critique. Il y a 4 ans, 3-4 ans, on a dû parler de tous ces sujets-là. On a mis tous ces sujets sur la table, puisque je rappelle, mes parents, à un moment, nous ont dit « on vend ». Est-ce que vous voulez... Ils n'ont pas dit « est-ce que vous voulez continuer à ce moment-là ?» C'était très... acheter. Exactement. Et voilà. Et donc là, on a, je veux vous assurer, dû s'aligner et vraiment convaincre nos parents que notre projet là, de farfelu... ça tenait la route. Ça tenait la route parce que mon père me dit « Ok, tu peux faire ce que tu veux, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que d'abord, vous devez être profitable. » Évidemment, c'est la raison. Sans ça, aujourd'hui, tous ces projets ne tiennent pas la route. Et c'est ça qui est malheureux. Mais aujourd'hui, c'était la preuve et que ça tienne dans le temps. Et donc, il nous avait laissé 2 ans au niveau opérationnel avec mon frère pour montrer qu'on était capable. Et on a rempli la mission plutôt bien. Donc, dans ces moments-là, on avait vraiment réussi à réaligner la famille sur toutes ces valeurs fondamentales. Donc, il y a une stratégie au préalable qui a été présentée. Exactement, ce fameux projet du SI, ça pouvait continuer pour les 200 prochaines années. Et là, mes parents, c'est vraiment des choses qui se sont passées, qui sont très émotionnelles, des choses qui sont de l'ordre de l'intangible aussi, du pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on a refait famille, qu'on a refait lien à ce moment-là. Je pense qu'il y a une confiance qui s'est recréée, d'écoute. Il y a un projet avec des valeurs communes familiales. Clairement, on
a été mettre vraiment tout là-dedans, dans ce manifeste de ce qui fait sens et qui fait société pour nous. On partage ça et c'est clair que la famille s'y retrouve là-dedans. Elle les porte haut et fort, ces valeurs-là. Donc, de ce manifeste, aujourd'hui, on n'a pas encore écrit cette charte familiale, mais je pense que si on devait le faire, c'est un exercice que je pense qu'on va devoir opérer. On s'est laissé un petit peu de temps entre le moment du rachat, on est en plein remboursement pour l'instant, et etc. Donc c'était vraiment des années quand même assez intensives pour nous, de se laisser le temps de pouvoir aller fondre ça dans le marbre et de revenir avec des autres questions par la suite de fondation et autres. Mais je pense que c'est hyper important pas reproduire les mêmes erreurs qui s'est passé au niveau de la génération de ma maman et de ma tante. Il y a quand même eu un départ qui s'est fait et ils auraient pu continuer ensemble, d'aller greffer quelque chose de la famille allemande. Donc nous, aujourd'hui, on informe, ma maman est dans le comité de régénération, mais on ne va pas dans le conseil d'administration. Ma sœur revient au conseil d'administration et une fois par an, on essaie de vraiment partager. Qu'est-ce qui lui reste comme décision alors au conseil d'administration maintenant qu'il y a tous ces comités, ce conseil régénératif qui est à côté? C'est quoi ces fonctions résiduelles du coup au conseil? On doit. Alors, le conseil stratégique, il se met là en place, il devrait débuter au mois de septembre. Il va rester. C'est une très bonne question. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une matrice un petit peu de. C'est une très bonne question. On ne l'a pas défini en tout cas. Il restera peut-être les choses très classiques. Et la stratégie que tu as présentée, vous avez présenté à la famille comme stratégie à long terme, elle a été motivée par des valeurs fortes, des croyances au départ. C'est la robustesse notamment d'Olivier Hamon, j'imagine. Ou c'est quoi un peu qui a déclenché ce besoin de rechanger la stratégie? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Alors, c'est le contexte. Je pense, le contexte est que mon frère est aussi maintenant jeune papa. Maintenant, ma fille, ma première, j'ai une fille, un garçon, il a 9 ans et demi. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même, un passage inconscient, une fois qu'on devient parent. Pour laisser quelque chose de viable. Exactement, de se poser la question et surtout que maintenant, nous, on sait. Et moi, je vis constamment avec cette phrase en tête de ma fille ou de mon fils qui me dit « Et vous saviez qu'est-ce que vous avez fait pour contribuer et pour essayer de faire que les choses aillent un peu mieux qu'elles sont actuellement ». Je pense qu'à nos parents, on pouvait encore laisser le bénéfice du doute, même s'ils auraient pu lire dans les années 70 le rapport de Meadow sur The Limit to Grow, etc., qui est décrit 40 ans à l'avance. Peut-être moins de publicité qu'aujourd'hui. Oui, exactement. Mais il y avait quand même, je ne sais plus combien de centaines de milliers d'ouvrages, pas des millions qui avaient été vendus à l'époque. Mais bref, en tout cas, cette génération-là n'a pas vécu avec les mêmes aujourd'hui. C'est impossible de faire comme si ça n'existait pas. Donc, une fois qu'on comprend ça, moi, je vis aussi avec un des livres que j'ai lu qui s'appelle The Good Ancestor, comment être un bon ancêtre. Et avec cette vision du coup de prendre soin, en fait, on a compris qu'on avait atteint les limites planétaires. C'est un fait scientifique. On en a presque dépassé les 7 sur les 9 aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour réinventer nos modèles et donc, du coup, si on part de cette fameuse Donuts Economy de Kate Raworth, qui explique, en fait, il y a un plancher sociétal et un plafond environnemental. L'économie va devoir vivre dans ce fameux donuts. Et donc, du coup, une entreprise va devoir s'intégrer dans une économie régénérative. Elle va devoir elle-même être régénérative et on devient ça. Et donc, du coup, régénératif, pour pouvoir être régénératif, comme tu dis, il va falloir être robuste. Donc là, on arrive sur les concepts d'Olivier Hamon. Et pour ceux qui ne connaissent pas Olivier Hamon, qui est biologiste et qui est directeur de l'Institut Michel Serres, un philosophe que j'affectionne particulièrement beaucoup aussi, et qui explique que dans ce monde fluctuant dans lequel on a commencé à rentrer, et on le vit maintenant tous les jours, tous au quotidien, le concept de la robustesse, il est simple, c'est comment on reste stable dans un monde qui fluctue de plus en plus. Et donc aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on a essayé d'aller mettre familialement dans l'entreprise, dans la mission, dans la vision. Et c'est ça qui nous donne terriblement beaucoup d'énergie et qui nous motive tous les jours. Et si tu veux un peu faire une rétrospective, c'est que depuis 2022, donc on n'est pas encore
très très loin, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment ou qu'est-ce que tu retiens comme vraiment c'était super ou ça j'aurais un peu fait différemment, j'aurais amélioré? Est-ce qu'il y a des leçons que tu retiens déjà depuis ces 3 ans? On a fait tellement de choses. Quand on regarde, on prend rarement le temps de regarder en arrière. Et ça, c'est un des gros problèmes de notre temps actuellement, c'est prendre du temps. Et c'est une des phrases aussi qu'on a mis dans l'expérience qu'on fait revivre, c'est reprendre du temps. Je pense qu'aujourd'hui, toute cette technologie qui accélère fait que tout s'accélère en permanence. Et en fait, il faut prendre un contre-pied par rapport à tout ça. Et donc, du coup, ce que tu me demandes là, c'est vrai qu'on prend rarement le temps de regarder un peu, tiens, qu'est-ce qu'on a fait, bien fait, dont on est fier, qu'est-ce qu'on changerait. Comme ça, je trouve qu'on a très vite été mettre beaucoup de choses en termes de mesures. Tu vois, on quantifiait, on avait toutes ces KPI, etc., qu'on ne faisait absolument pas. On a été certifié B Corp, on a mis des ESG en place, on a mis beaucoup de choses, peut-être un peu trop rapidement en même temps. J'avais clairement peut-être sous-estimé... Tu veux dire que l'équipe aussi doit suivre tous ces mouvements? Est-ce que c'est pas aussi un peu dur pour des gens de rechanger leur façon de travailler, enfin beaucoup de changements d'un coup, quoi? Peut-être c'était ça une des choses. Déjà, c'est ça. Il faut que ça commence par nous. Déjà, on sait où on veut aller, puis commencer à embarquer l'équipe du bureau. Puis après, il y a des personnes qui viennent commencer à nous rejoindre pour le projet. Et puis après, c'est bien intéressant que ça reste avec les 10 personnes autour de nous, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que toutes les personnes de l'atelier, des boutiques, on en revenait, on est une centaine de personnes aujourd'hui, il faut que ça ruisselle. Et donc ça prend du temps. Et c'est vrai qu'on s'était mis toutes ces couches et ces KPI pour une entreprise artisanale avec une culture artisanale qui ne quantifiait absolument pas les choses. Donc ça, c'était vraiment... Il y a combien de personnes en tout, rappelle-nous? Une centaine. Okay. Donc avec le site de production et... tous les magasins, ça fait presque une centaine de personnes aujourd'hui. Donc, d'autres personnes à embarquer. Oui, c'est ça. Et ça fait partie des macro-objectifs qu'on s'est mis. Du coup, de notre vision écosystémique, c'est créer par exemple des emplois valorisants qui éveillent les consciences et qui stimulent l'engagement. Par exemple, c'est un objectif qui est à la fois long terme et à la fois court terme. Et devenir un leader de la régénération, créer des plaisirs simples, etc. Et donc, du coup, je pense que rétroactif, sur les couches des ESG, des couches de B Corp, etc., c'était beaucoup d'un coup. Donc peut-être aller step by step dans ce niveau-là. Par contre, quand je vois là maintenant le chemin où on est arrivé et qu'il y a 2 semaines, on a pu embarquer toute notre équipe, je dis bien toute notre équipe, dans une ferme. On a fermé tout endroit pendant 24 heures, ce qui n'est jamais arrivé en presque 200 ans d'histoire de l'entreprise. Comme un des points de notre manifeste est de se reconnecter d'abord à soi, à nous-mêmes et à la nature, et pouvoir comprendre l'intégralité de ce qu'on est fait, de quoi est fait notre biscuit, de quoi est fait notre alimentation. On s'est dit, le seul moyen de le faire, c'est par les émotions, c'est en vivant les choses. Et donc, du coup, on les a emmenés dans une ferme qui travaille en agroécologie. Farm for Good, c'est ça? Alors, Farm for Good est la coopérative qui coordonne et qui crée des filières et qui accompagne les agriculteurs à passer dans ces modèles vertueux. Mais on était à la ferme de Grange, qui est tenue par Guérec et Stanley Wouters, qui font un magnifique travail. Et donc, ils nous ont accueillis pendant une journée complète. On a été avec nous. On a fermé, on a mis des on était à 100? Oui, on était presque 100. On a mis des affiches sur nos boutiques et on a dit, aujourd'hui, Dandois est fermé. On part à la ferme pour semer le futur. Et on a écrit ça en grand sur les boutiques. Et c'était fabuleux. Et donc, tu vois, quand je vois ça, le chemin parcouru finalement en quelques années pour arriver, c'était un rêve qu'on n'aurait même pas imaginé. Les gens de l'équipe ont organisé ça, parce qu'en plus c'était une idée des équipes. C'est du dit, tiens, on a quand même fait du chemin. Si en plus les équipes se le sont appropriées, ont proposé, sont venues avec ça. Et ça, c'était fabuleux. Je pense qu'il y aura vraiment un avant et un après de ce qui s'est passé de ce jour-là. Et donc voilà, on avance. On le dit chez nous en interne, biscuit après biscuit, un biscuit à la fois, sourire après sourire. Et on veut continuer à
à jouer ce rôle-là, à prendre soin et des humains avec lesquels on collabore, prendre soin ici dans ce cas-là, en agroécologie, des personnes qui nous fournissent nos matières premières. Hein. Si aujourd'hui on dépend à 100% de la nature d'Andois. Hein. Et par ailleurs, toutes les entreprises, 60%, dépendent aussi de la nature. Ça, on va en reparler dans le bloc suivant. Je propose de voir déjà s'il y a des petites questions du public. Je vais regarder ici. J'ai une question ici d'une personne qui nous demande est-ce qu'un generation board, donc un board générationnel, est-il la même chose qu'un forum familial? Non, parce que le forum familial, je pense qu'il est destiné vraiment exclusivement aux membres de la famille. Ici, c'est vraiment comme un autre board qui va avoir vraiment des missions proches, opérationnelles, hein, j'ai envie de dire, et même sur la stratégie. Et il est composé plus de membres externes. Alors, on a choisi de mettre notre maman dedans aussi pour garder cet affectio societatis important. On avait vraiment constaté que ça s'était perdu malheureusement avec ma tante qui avait travaillé pendant 35 ans dans l'entreprise et qui, quand elle a fait un pas de côté et qui n'était plus une opérationnelle, on peut vite perdre cette déconnexion. Donc, on a quand même choisi d'aller insérer notre maman dedans pour l'emmener, pour l'embarquer, pour qu'elle soit notre ambassadrice. Mais sinon, c'est tous des membres externes. Okay. Et donc, je pense que le forum familial, à ma connaissance, hein, on n'en a pas encore fait parce qu'on est encore, du coup, comme la famille s'est reconsolidée et plus petite, mais je pense que c'est une vraie super bonne idée et quelque chose qu'on aimerait bien mettre à terme un jour en place, c'est clair. J'ai une seconde question ici. Donc vous avez parlé pas mal des agriculteurs, enfin le séjour à la ferme. Une des missions du conseil d'administration, c'est de faire un mapping un peu toutes les parties prenantes. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est un exercice que vous avez fait? Comment vous avez sélectionné un peu toutes ces parties prenantes et comment vous avez procédé concrètement? Alors, c'était ça quand je disais qu'on s'était lancé dans plein de missions différentes. On a fait tout ce mapping des parties prenantes avec définir nos engagements sociétaux de gouvernance avec les ESG. Et on a fait cet exercice avec une entreprise externe qui s'appelle Smart to Cycle. Stéphanie Fellen, peut-être que vous l'avez déjà accueilli ici. C'est un nom qu'on connaît, mais on ne l'a pas accueilli ici. Vous ne l'avez pas encore accueilli. Et qui nous avait très bien accompagnés et guidés dans tout ce travail-là, avec Vincent Troyens, quelqu'un qui nous accompagne aussi dans le comité de régénération et qui est vraiment la personne qui est monsieur corporate gouvernance avec Olivier Bouche. On fait un très beau travail. Donc, toutes ces personnes-là nous ont aidés à interroger et en externe et en interne. Alors, et on a fait le bilan carbone avec Stéphanie. Et c'est là qu'on a compris clairement que l'endroit où on pouvait avoir le plus d'impact direct et rapide, c'était sur cette agriculture. Okay. Parce que toute la partie, je veux dire, en termes comme on est très intégré déjà avec notre outil de production, avec notre manière de distribuer à travers nos propres magasins, majoritairement presque en vrac, etc., on s'est vraiment rendu compte que là, d'un point de vue carbone, et puis surtout, comme disait Olivier Hamon, le problème, c'est pas le carbone, c'est vraiment la biodiversité. Là, on peut agir sur la biodiversité, c'est avec les agriculteurs. Ok. Je propose qu'on passe du coup, c'est toujours en lien, en transition, mais sur le bloc 3, donc la gouvernance innovante, le conseil régénératif, tu en as déjà parlé un petit peu, mais peut-être un peu plus en profondeur. Donc, tu as mis en place un conseil régénératif qui essaye de mettre un peu sur un pied d'égalité l'humain, l'environnement et le profit aussi, qui reste quand même une dimension importante. Rappelle-nous un petit peu comment ça fonctionne, son lien avec le CA, la composition. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Mais donc, cette idée est venue avec... donc, une fois qu'on a déclaré vers l'extérieur, qu'on est parti dans cette mission-là, c'est assez fascinant. Toutes les personnes qu'on rencontre sur la route et on rencontre des gens de tout un écosystème qui est assez fabuleux et assez riche d'idées. Et donc, le jour où j'ai rencontré Vincent Troyens, qui m'a parlé de cette idée en disant... Et en fait, en plus, avec tous ces jeunes qui ont aujourd'hui enfin, pas que les jeunes, hein, mais
pour ceux qui ont des entreprises et qui vivent avec la génération Y, Z, etc., et la nouvelle qui arrive, il y a quand même beaucoup de crises de sens, etc. Il m'a dit, tiens, moi j'ai créé un endroit, un nouvel organe dans lequel on vient faire, entre autres, siéger ces jeunes. Okay. C'est génial, il faut absolument qu'on mette ça en place, et surtout dans cette dynamique temporelle dans laquelle la maison se situe, familiale, où on parle de génération, et tout ce travail qu'on est en train d'initier en disant, mais tiens, nous on se projette, en tout cas, si pas pour les 200 prochaines années, au moins pour les 25 et 30 prochaines années, bah tiens, on va mettre ça en place. Et donc, on a composé avec lui, il fallait qu'il y ait la personne la plus jeune de notre entreprise. Mm-hmm. Et donc, au siège, Mathilde dedans, qui a 22 ans. Alors, moi, je me sens déjà très vieux maintenant, j'en ai 39. Mais c'est clair qu'il y a déjà ça réancre, hein, j'assure. On a composé avec une spécialiste en agroécologie qui s'appelle Émilie de Morteuil, qui vient avec toute cette composante sur la nature et nous éclairer sur tous ces enjeux-là. J'ai Yasmine, qui est une philosophe aussi de formation à la base en agro-ingénieur, et avec qui on a composé tout ce manifeste. Sur laquelle on continue à travailler. Donc là, c'est les membres du conseil régénératif. Il y en a qui sont externes, on a cité quelques-uns. Oui. Il y en a qui sont internes aussi. C'est un mix de deux. Un mix entre les deux. Mais en interne, il y a moi, mon frère, Mathilde la jeune, et on a Aurélie qui est la responsable RSE en interne. Okay. Et après, on a Vincent, on a un maman, on a Émilie, on a Yasmine, et on a Laura qui est aussi... ici responsable à Bruxelles Environnement et qui est la voix des jeunes de Corporate Régénération. Donc ça nous fait un fameux board quand même. Et comment concrètement ils mettent en place quel impact, comment tu mesures l'impact de ce conseil-là, comment est-ce qu'il interagit, quelles décisions concrètes il a prises? Je sais que par exemple vous aviez décidé d'arrêter l'exportation lointaine comme au Japon. Voilà, je sais que comme tu disais, tu te fournis dans des fermes régénératives. Ces décisions-là proviennent de ce conseil-là ou c'est lui qui a décidé d'arrêter au Japon par exemple? Alors, comment est-ce qu'il fonctionne et typiquement, les genres de décisions comme celle-là sont des sujets qu'on aborde évidemment là-bas, alors, avec toujours beaucoup de retenue, avec beaucoup de nuances, beaucoup de bienveillance, en fait, et de profondeur. C'est un endroit dans lequel rarement on prend autant de recul et autant de connexion avec la mission profonde de l'entreprise. Et c'est ça que je trouve qui donne toute cette richesse à cet endroit-là. Et donc, clairement, ce n'est pas un endroit d'hiberlu et un endroit de rêveurs. Ils sont très confrontés avec nos réalités, mais viennent toujours nous donner « Tiens, est-ce que vous aviez vu ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous aviez vu ça, ça ?» Et nous reconnecter, juste parfois. Hein, tiens, mais si on prend l'exemple du Japon, clairement, quand on parle de l'ambition de l'entreprise régénérative et dans les principes d'une entreprise régénérative, on pourra revenir dessus. Il y en a 11 en tout cas qui ont été évoqués par Limia. Il y a reprendre à travailler une logique territoriale, envoyer des biscuits par avion au Japon. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus aucun sens. Alors, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique et d'un point de vue robustesse non plus. Et moi, je rajoute aussi d'un point de vue poétique aujourd'hui, dans un monde hyper mondialisé où toutes les villes pour avoir la même chose. Exactement, on perd toute sa singularité. Je trouve que ça n'a plus aucun sens, vraiment du tout. Et typiquement, ce sont des décisions qu'on a parlé ensemble. Alors aujourd'hui, ils n'ont pas un droit de veto encore ou dans le ça reste consultatif. Ça reste vraiment un endroit consultatif. Okay. Et où de là, on ressort vraiment à chaque fois nourri. Et en tout cas, on sait que tiens, on appuie, on prend la décision et sur nos épaules. Il n'y a pas de volonté à terme peut-être d'en faire un vrai conseil d'administration où ces gens-là siégeront et prendront des décisions pures. Si. Okay. On est fort inspiré de ça. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait à avoir un représentant de cet organe-là qui va siéger pour moi dans le prochain organe soit stratégique ou soit de la gouvernance, mais on veut vraiment donner un poids là très important. Je ne sais pas si tu as suivi la Nord 6, qui est une entreprise là en France. Summer School la semaine passée, jeudi passé. Voilà, Thomas Brezard, qui a aussi qui applique ce concept-là de mettre la nature. Lui, ils ont carrément été encore une étape plus loin parce qu'ils ont lui donné un droit de veto.
on n'en est pas encore là, mais on est vraiment inspiré par ce modèle-là. Donc pour l'instant, c'est là. Mais donc il faut savoir que notre stratégie et de la maison et la stratégie RSE font un chez nous. Hein. Donc elle est déclinée à partir de notre mission sur les 3 piliers People, Planète et Biscuit. On a remplacé Profit par Biscuit. On garde notre petit humour bruxellois et notre tone of voice bruxellois propre à notre ADN. Non, et donc, et là-dedans, ces grands objectifs dont je te parlais précédemment sont déclinés avec ces enjeux sociétaux, environnementaux, avec ces ESG. Et donc, en fait, quand on va parler avec Antoine de la feuille de route, de la vision à 2029, on a fait l'exercice récemment, le dernier board, c'était ça, c'était se projeter et dire chacun a dû aller voter. On avait toute une série des idées incroyables, d'une richesse, avec des gens complètement... On partait dans des idées de service, dans des idées de prendre soin des agriculteurs, d'un café suspendu, plein de choses. Du coup, on a dû aller chacun avec notre casquette, parce que c'est ça qui n'est pas évident, peut-être que je n'ai pas assez insisté là-dessus, c'est qu'on est chacun un gardien, et donc on doit rester avec ce rôle. Hein. Donc c'est ça qui est assez expérimental au départ, et qui n'est pas facile. Hein. Je dois admettre au premier temps, dire moi je suis gardien de la mission de l'entreprise, ou Émilie est gardien de la nature avec Vincent, et de rester cantonné là-dedans. Oui, j'ai oublié, j'ai Georges de Realco, peut-être que tu l'as eu aussi déjà ici. Non, pas encore. Je te le recommande vivement de l'inviter aussi. Georges est gardien d'équité sociale en interne. Chaque fois qu'il vient nous challenger sur ces questions-là, on dit oui, non, toi, mais vous me faites rire, vous voulez vous parler de biscuits qui sont accessibles. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour garder que ton biscuit, ou en tout cas disponible pour tout le monde, avec le prix au kilo avec lequel vous êtes, etc. Donc, on est vraiment assez... Il y a une question intéressante qui a pop-up ici sur mon iPad. C'est quelque chose qui nous touche aussi, parce qu'on a écrit justement un livre, on a participé à un ouvrage collectif Écologie Entreprendre, notamment Sabine Colson, sur l'actionnariat salarié. Oui. Est-ce que c'est une façon pour Dandois éventuellement dans le futur d'intégrer des travailleurs, des collaborateurs avec vous dans l'entreprise? Vous réfléchissez à ça, ou comment ça se passe? Moi, je trouve ça super intéressant, et clairement. Donc là, on sortirait un peu de la famille, du coup, s'il y aurait éventuellement des... mais c'est vraiment la super question. Parce que donc là, on est dans cette phase de rachat. Hein, mais que ça reste juste pour la famille. Alors moi, je parle à titre personnel. Là, je ne m'engage pas au niveau de la famille, mais j'arriverai à les convaincre, là, j'en suis sûr. Je trouve que on a un problème aujourd'hui de répartition des richesses. Elles sont cantonnées de plus en plus dans les mains de certaines personnes. Et on a un problème de redistribution, clairement. Et donc, le modèle d'entreprise salariée, où les personnes sont partie prenante du projet, fait complètement sens. Et donc, qu'ils soient inclus dans les organes décisionnels, dans les conseils. Donc ici, dans le conseil stratégique, on va avoir 4 membres de l'entreprise qui vont être représentés dedans. Mais l'étape d'après, c'est clairement d'aller mettre, moi je trouve, l'entreprise dans une fondation, je ne sais pas quelle forme. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Steward Ownership, qui commence à débarquer ici en Belgique. La SBL vient de commencer là maintenant au mois de juin. Je pense qu'ils ont commencé à faire 2 webinars. Et donc le concept, c'est d'aller vraiment mettre la mission de l'entreprise et qu'elle soit protégée par des stewards dans une structure légale. Et comme ça, elle est dans le marbre et plus personne ne peut y toucher. En tout cas, elle ne pourra pas être victime d'attaques hostiles et de rachats, comme beaucoup d'entreprises, malheureusement, le vivent. Et donc, là-dedans, il va falloir recomposer. Il va falloir inventer, je trouve, justement, et prendre les bons et les moins bons de l'entreprise familiale. Je trouve que l'énorme avantage de l'entreprise familiale, c'est ce temps long. Oui. Qui nous manque cruellement à tous dans notre vie. On revenait sur le temps, qui permet de parler à temps long et de ne pas devoir travailler avec un objectif économique à 2 ans, à 1 an, qui nous zigouille tous là, et qui est très très compliqué. Mais le problème, c'est que ça reste en effet qu'aux mains de certaines personnes. Donc il va falloir faire un mix des deux. Le switch à un moment donné. C'est clair, et je trouve qu'on doit faire ça. Je suis inspiré aussi par les travaux d'Isabelle Ferreira, qui
peut-être que vous l'avez déjà tenu aussi par Oui, des gens on connaît aussi. vous connaissez certainement bien Jacques Bernard, mais il y a tout ça à les mettre dans l'entreprise. Enfin, je trouve qu'il y a c'est ce La démocratie de l'entreprise, en fait. Exactement. Ça, oui. Exactement. Et c'est Olivier Hamon parle de la convention citoyenne. Si on veut recréer du lien entre la population, entre les instances de gouvernance au sens large, hein, il faut qu'on soit acteur et il faut que les personnes soient actrices. C'est directement impliqué dans le processus. Et que c'est clair. Il y a une personne ici qui demande un peu plus de précision sur que le droit de veto pour la nature, c'est quelque chose qu'il trouve ça très intéressant. Mais il aimerait bien comprendre un peu plus comment concrètement ça peut se mettre en pratique. Enfin, c'est pas encore le cas chez C'est pas encore chez nous, non. Mais comment est-ce que tu verrais ça concrètement? Un droit de veto pour la nature, c'est quelque chose de possible? Je pense certainement que c'est possible. Si tu viens clairement avec un projet de... tiens, je prends l'exemple de droit qui repartirait dans l'agriculture conventionnelle, plein de pesticides et qui commence à de nouveau remettre plein d'intrants. By the way, c'est ce qui est en train de se reproduire et on fait du rétropédale en agriculture côté français. Hein. Donc, on a fait des beaux petits pas là ces dernières années, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se déconstruire, malheureusement. On peut imaginer qu'à ce moment-là, la nature commence à prendre son rôle et se dire non, là, on est en train de... C'est trop. Moi, c'est trop. Et donc, de reposer les questions, les bonnes questions du pourquoi. Hein, et de dire non, ça ne va pas. Et en fait, tout ça, c'est de nouveau, d'un point de vue financier, ça tient extrêmement bien la route. Je veux dire, si aujourd'hui on ne prend pas soin, si on continue dans cet exemple qui est très parlant de l'agriculture, si on ne prend pas soin des sols et des agriculteurs, demain, ton droit n'existe plus, tout simplement. Hein. Donc, c'est juste parce qu'on ne se projette pas là 1 à 2 ans. Même si on va là 2 ans, on va voir. Moi, je reviens là juste avant l'entretien. J'étais dans une ferme en agroécologie avec un partenariat avec lequel on est en train de travailler. Il n'a aucun problème de sécheresse actuellement. Dans un champ juste à côté d'un agriculteur conventionnel, il commence déjà à avoir de grandes difficultés. Donc, très pragmatiquement aussi, cette nature, si on commence à gérer les services de manière écosystémique, ça fait sens. Et donc, je pense vraiment que ça peut, que ce droit de veto peut très bien fonctionner. C'est tout en... Voilà, même si c'est très prétentieux aujourd'hui de se dire, tiens, je représente la nature, mais aujourd'hui, elle n'a juste pas de place du tout. Ouais. Donc, en termes de modèles d'inspiration, tu parlais de Norcy, entreprise en France. Il y en a d'autres qui ont vraiment été un peu les sources d'inspiration pour Dandois et pour toi? Norcy, c'est un exemple là, qui se fait de manière très concrète en France, à échelle, avec qui on échange, qui a écrit toute la perma-entreprise, qui vient des concepts de permaculture, etc., qui nous parle. Moi, je suis quand même pas mal... En Belgique, tu as d'autres exemples. Il y a IBA qui avait un comité d'impact qui a fusionné. Maintenant, il y avait ETEX qui avait aussi un comité de durabilité. Est-ce qu'il y a d'autres... En Belgique, tu as été inspiré par des modèles... En Belgique, il y a les frères Dufresne que tu as reçus chez Ecostéril qui expérimentent comme nous. On a... C'est plutôt concomitant. Vous tous les deux vous auto-inspirez, j'imagine. C'est ça. C'est clair qu'on admet qu'on a une bande de personnes là. Il y a Copain aussi. Il y a Copain, exactement. Qui vont dans la même veine. Philippe Levens chez Urbike, qui a été en coopérative, avec aussi toutes les difficultés et les bons côtés de la coopérative. Qui sont super intéressants. IBA est en train de réfléchir à sa gouvernance. Je connais très bien Olivier Legrain pour être dans son groupe 2030 et on a partagé sa gouvernance. Ils sont en train de se poser toutes ces questions de steward ownership et d'autres choses parce qu'ils ont compris. Et je pense que ça, en tant qu'administrateur, en tant qu'actionnaire, qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus beau à léguer et à faire que cette histoire continue, perpétue de manière plus grande. Et en fait, si on arrive à vraiment créer ce why qui résonne auprès des actionnaires, aux administrateurs, après les équipes, elles viennent s'engouffrer là-dedans et elles donnent beaucoup d'énergie et sont terriblement connectées. Et donc, moi, non, en Belgique, il y a eux, il y en a plein d'autres que je pourrais citer, mais il y en a quand même un emblématique qui est quand même Patagonia. Et je trouve que, en fait, le concept de steward ownership vient de chez eux quand ils ont dit récemment l'unique actionnaire est la terre. Et donc, ils ont en fait cédé
à la fondation. Et donc, c'est un peu cette idée de steward ownership qui commence à... C'est un peu Patagonia qui aurait initié le mouvement. En tout cas, sur ce courant-là, je pense. J'ai pas, en tout cas, visiblement, vocalement, c'est eux. Mais parce que il y a tout le mouvement Bicorp là, du coup, qui vient maintenant derrière. Justement en parler. Est-ce que ça impacte la gouvernance aussi, là, de devoir être certifié Bicorp chez Dandois? Il y a des obligations. La première obligation est d'aller mettre dans les statuts de l'entreprise, en tout cas, qu'elle œuvre pour le bien commun, au sens large. Par contre, elle ne met pas d'engagement dedans. Donc, elle dit juste qu'elle n'est pas uniquement destinée au profit des actionnaires, mais qu'elle a d'autres missions. Mais par contre, elle ne les nomme pas. Et donc, je pense que là, il y a moyen d'aller plus loin et d'être plus ambitieux. C'est d'ailleurs un des projets sur lesquels on est en train de travailler avec Kaya Eco-Entrepreneurs, une association dans laquelle la Maison d'Andois est membre, qui a pour une des initiatives de Kaya est d'essayer de créer l'équivalent d'une entreprise à mission française. Je ne sais pas si tu connais ce statut-là. Hein. Et même d'aller un peu plus loin. Donc en fait, le principe de la statut à mission, ce serait à côté de la coopérative, de la SBL et de la SA traditionnelle, qu'on viendrait créer un nouveau cadre légal de l'entreprise. Copier un peu sur la société à mission française, mais donc qui irait plus loin, qui irait mettre vraiment quand même dans les statuts les engagements dans lesquels on se dit qu'on va œuvrer, donc pas juste on doit faire ça. Ouais. Et du coup, notre Regeneration Board serait un peu notre comité déjà à mission à impact, qui, celui-là, devrait être auditionné par des parties prenantes externes. Donc oui, et des labels comme Bicorp, etc., permettent vraiment d'aller éclairer les zones d'ombre ou dire, tiens, je pensais que je faisais, mais en fait, j'ai pas une procédure, j'ai pas fait ci. Force à ouvrir et à voir plein de choses et avoir vraiment une feuille de route qui est très précieuse. Qui est très précieuse. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Okay. Si des personnes ont encore des questions, n'hésitez pas à le poster sur le chat. Je propose qu'on passe à la dernière partie qui est un petit peu plus formaliste. Chez Guberna, on est parfois un petit peu formaliste. Est-ce que tu as déjà entendu parler du code BEUS 4 ? C'est le code de gouvernance pour les sociétés non cotées en Belgique, pour lequel Guberna a été un peu un des supports dans la rédaction, la mise à jour de ce code. Je pense que tu m'as dit que pas tellement, c'est pas quelque chose qui te parle. Du coup, tu me parler de plein d'autres sources d'inspiration, comme la société à mission en France, Nord6, Patagonia. Je propose, pour terminer, d'avoir quelques recommandations qui sont proposées dans ce code et de voir si c'est quelque chose qui résonne chez Dandois ou pas du tout. Donc, une des premières recommandations assez basiques, mais c'est d'avoir des réunions régulières, au moins 4 fois par an. Sur une base, j'imagine que c'est ce qui se fait chez Dandois aussi, c'est d'être régulièrement des réunions. Alors une chose qui est aussi beaucoup mise en avant, je ne sais pas comment ça se passe chez Dandois, mais au niveau du conseil d'administration, c'est d'avoir un CEO et un président qui ne sont pas la même personne, pour justement avoir un peu une division des rôles, et que le président, il sert un peu de pivot entre tous les organes. Est-ce qu'il y a des personnes différentes entre toi et le président? Est-ce qu'il y a un président déjà chez Dandois Oui, tout à fait. Non, et ça, les deux premières best practices sont déjà mises en application. Elles sont mises en application, même sans connaître ce fameux code. Mais oui, et ça, on a été inspiré quand même par Antoine Maillot, la famille Mullier, qui est aussi une belle source d'inspiration comme ça, une entreprise familiale quand même. Ils ont 800 actionnaires, ils ont quand même réussi à faire des choses super intéressantes à ce niveau-là. Et Antoine nous a vraiment partagé à quel point ce couple président CEO était très important, qui devait être différent l'un de l'autre. Et donc, du coup... Vous l'avez transféré chez Dandois aussi. On l'a transféré chez Dandois. Et donc, du coup, vraiment, ce conseil stratégique, on le voit de cette manière-là, c'est que les CEO viennent là-bas rendre compte pour se rendre compte. C'était aussi une de ces phrases de lui. Et donc, en bienveillance, ils viennent challenger. Et donc, du coup, ils ont aussi un moment où on doit sortir. À nous, en tant que CEO, une fois qu'on est dans le conseil d'administration, on doit sortir. Ils ont une délibération pendant 10-15 minutes sans nous pour savoir si on est apte à continuer. Ok, très intéressant.
Et du coup, en tant qu'administrateur indépendant, est-ce que vous en avez aussi chez Maison d'Andois? Alors, Ceux qui ne sont pas liés à l'actionnariat familial, ouais, du ben coup, j'entends. on est en train de c'est ce qu'on est en train de vouloir faire mettre en place. On en a identifié. Ok. On est en train de construire. Mais là, on est en train de mettre du coup la bonne pratique en route. Parce que c'est clair qu'on était un petit peu borné et besoin d'avoir ce regard externe. Bon, à travers le comité de régénération, on les a. Donc ici, on va amener des autres compétences plutôt techniques, on va dire, ou plutôt de métier. Alors que dans l'autre, on était moins sur ces questions-là. Donc du coup, ça fait une fameuse famille de gouvernance. Ouais. Ça va être presque autant que les employés. C'est là qu'il y a peut-être un des... Je pense comme ça en même temps, mais qu'on va devoir faire attention, ne pas se mettre trop de réunions et trop de choses, etc. Et donc on va devoir... C'est pour ça que je parle de tests et d'apprentissage et qu'on va avoir... et de voir comment fusionner des choses, peut-être qui... voilà. C'est encore en réflexion, en discussion. Peut-être on a déjà parlé longuement tout à l'heure, mais le code recommande aussi mettre en place un forum familial pour les actionnaires familiaux. Donc ça, j'imagine que c'est une réflexion qui est déjà en place. Elle est là, la réflexion. Ouais. C'est nouveau le temps. Hein. On court en tant qu'entrepreneur déjà, on court à travers tout. Et on a... Donc c'est essentiel pour moi, c'est garder cette affection sociétatis. Et j'imagine comment ça peut vite aller. Je le disais avec ma tante, mes cousins et cousines qui venaient beaucoup moins que nous dans cette entreprise en étant enfants, étant petits, je ne sais pas pour quelle raison. Et qu'en fait, si ces personnes-là ne sont pas nourries, participent aussi et co-construisent cette histoire, mais à un moment, on se dit pourquoi continuer, en fait, tout simplement. Et donc là, je pense que c'est une vraie best practice. Et un dernier point aussi par rapport au code, c'est une question là, parfois un peu sensible, mais qu'on pose quand même, c'est on a fait une étude récemment chez Guberna sur la rémunération des administrateurs des entreprises non cotées en Belgique. Et il y a beaucoup d'entreprises, 38% des entreprises qui ne rémunèrent pas leurs administrateurs. Est-ce que c'est le cas chez Dandois? Est-ce que vous avez une politique de rémunération pour les membres du conseil ou comment ça se passe chez vous? Dans celui qu'on est en train de constituer, on s'est dit qu'on devait rémunérer. Parce que souvent, on rémunère que les indépendants, du coup, qui sont des externes qu'on vient considérer qu'il faut payer, mais souvent, on considère que ceux qui sont de la famille ne doivent pas être payés parce qu'ils sont déjà actionnaires. Mais chez Guberna, on pense que c'est un boulot à part entière, qu'ils soient indépendants ou pas. Et que donc, ça fait sens de rémunérer tout le monde, parce que c'est un vrai travail, en fait. En plus, c'est une tâche différente que juste être actionnaire. C'est un bon point. Donc, on n'a pas réfléchi encore à ça, mais du coup, je prends le point. Donc, voilà, c'est intéressant. Rémunérer quelques adaptations, enfin quelques dispositions clés du code BEUS 4 que tu as pu un peu voir. Donc, mais je vois qu'apparemment, il y a déjà plusieurs auxquels vous aviez déjà réfléchi chez Dandois. Oui. Donc, finalement, même sans connaître le code, c'est déjà conforme. C'est déjà adapté. Du bon sens, ça aussi. Donc, c'est top. Écoute, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Est-ce que, sachant qu'on a un public d'administrateurs de société, de gens que tu peux évidemment inspirer, est-ce que tu aurais un dernier conseil à leur donner en tant qu'administrateur de société? Qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire pour commencer à initier ce mouvement ou perpétuer qu'est-ce que tu leur donnerais comme leçon? Moi, je leur conseillerais à toutes et à tous de se reconnecter à leur pourquoi profond, de leur raison d'être, d'existence mission personnelle. Et valeurs. Oui, d'abord la leur. Qu'ils se reconnectent à la leur. Qu'est-ce qu'ils ont envie de laisser? Qu'est-ce qu'ils ont envie de léguer? Qu'est-ce qu'ils ont envie de laisser comme trace sur notre petit bref passage sur cette terre et qui va rester et qui est bien plus qui est symbolique et qui va être bien plus puissant, plus fort que juste l'aspect financier. Ça, j'en suis intimement convaincu. C'est des discussions que j'ai pu avoir et mener avec mes parents dans des moments difficiles ou dans les peurs, quand les peurs nous animent. On vient rechercher, se réappuyer sur le côté financier, mais en fait, dès qu'on déconstruit ça, on se rend compte qu'il y a des choses bien plus profondes derrière. Et donc, du coup, se rendre compte de la capacité qu'ils ont d'action et de changement sur la société. Alors là, au sens large, aujourd'hui, à travers les organisations qu'ils dirigent. Parce que moi, en tant que CEO, ici, j'ai le grand avantage et la grande chance, et c'est pour ça qu'on s'est battu pour rester indépendant et libre
de penser et de dire, OK, de pouvoir aligner tout ce que je vous ai partagé, nos idéaux, nos croyances, notre vision, avec l'action au quotidien. J'en connais aujourd'hui beaucoup de CEO qui n'ont pas cette chance-là et qui sont aujourd'hui pas soutenus par leurs administrateurs, par leurs actionnaires, in fine derrière. Là, tu as la chance d'avoir un actionnaire familial qui te soutient. Tout à fait. C'est pas toujours le cas. Les entreprises ne sont pas toujours familiales et les actionnaires sont diversifiés. Mais par contre, ici, il y a beaucoup, j'imagine, de personnes qui sont administrateurs. Je ne sais pas si c'est toujours familial, pas familial, mais ils ont un pouvoir énorme d'influence et de choix de société. Aujourd'hui, j'invite tout le monde à se connecter à ce qui se passe dans notre environnement externe. C'est vraiment très, très compliqué. Et je pense qu'en se reconnectant à des choses sur lesquelles on a un vrai pouvoir, une vraie emprise et des possibilités de changement, ça nous fait du bien. Et donc, du coup, s'ils arrivent à pouvoir reconnecter leur raison d'être personnelle avec les entreprises avec lesquelles ils travaillent, ils collaborent, ils s'investissent, comme tu disais, en tant qu'administrateur, c'est un vrai métier, c'est une vraie fonction à part entière. On va pouvoir petit à petit être... voilà, je pense qu'il y aura des belles années devant nous, mais on a un travail, il y a un challenge collectif assez important aujourd'hui, donc tous ensemble. Ok, merci beaucoup Alexandre pour ces mots de la fin. C'était un plaisir de t'accueillir avec nous pour ce webinaire sur ce temps de midi. J'espère que ça a été inspirant pour vous tous aujourd'hui. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, avec moi sur LinkedIn. On fournit beaucoup de contenu, on fait une grande réflexion sur ces thématiques, notamment abordées aujourd'hui. Donc voilà, un grand merci pour votre temps, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine fois et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.